Bonsoir, ici François-Régis Bastide, qui vous présente ce soir une émission consacrée au cinéma, c'est Le Masque et la Plume. Il n'y a pas de Christian Ivaldi au piano puisqu'il est à New York en ce moment. Mais en revanche, la prise de son est assurée par Geneviève Nguyen, assistée de Agnès Boissonnade et de Alain Nedelec, assistant de réalisation François Brégnier. Il n'y a pas de courrier parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'ex-ORTF et le nouveau Radio France, mais les lettres n'arrivent plus. Il y a sûrement un service du courrier, mais il doit y avoir des problèmes de passation de pouvoir. En tout cas, je n'ai pas reçu de lettres. Je n'ai plus rien et je suis très triste parce qu'on aime bien avoir du courrier. Qu'est-ce que tu suggères ? En tout cas, j'aurais pu faire part d'une communication verbale que m'a faite l'un de mes amis, Oui. qui est allé 2 fois dans la même semaine au cinéma, une fois pour voir La Gifle et l'autre fois pour voir Chinatown, vous savez très bien. Et il a constaté avec tristesse que les 2 fois en première partie, on lui proposait un court-métrage qui s'appelle, je crois, Aux sources du Rio Zingo. Dans 2 salles totalement différentes, la même semaine, exactement le même court-métrage. Qui est un chef-d'œuvre ou pas ? Je prends l'impression que ça l'est vraiment passionné. Une fois ça l'est, la deuxième l'a fatigué un peu, évidemment. Oui, ça je comprends, Oui. en effet. Mais est-ce qu'on sait comment c'est choisi, ces courts-métrages Ce qu'on sait surtout, c'est qu'il y a je ne sais combien de courts-métrages tournés chaque année en France, Oui. qui ne trouvent pas toujours de sortie. Oui. Alors vraiment, de sortir 2 fois le même en même temps, ça paraît un peu aberrant. Oui, ça c'est Gilles Jacob de l'Express qui parlait. À côté de lui, il y a Michel Simon de la Revue Positive. De l'autre côté, à côté de Bernard Deutsch, il y a Jean-Louis Bory du Nouvel Observateur. Et à côté de Jean-Louis, il y a naturellement Georges Charançon des Nouvelles Littéraires. Et Georges Charançon lève le doigt, oui. Je voudrais quand même signaler, bien que ce soit de la petite histoire, que 2 de nos amis viennent d'être élus. Oui, bon, j'allais le faire. Ah non, mais j'allais le faire. excusez-moi. Ah non, j'allais le faire. On va faire après ça. Bon, non, alors je voulais revenir. si c'est le patron qui le fait, c'est très bien. Non, si c'est le patron qui commande, c'est normal. Georges, c'est pas ça. Le patron aurait pu l'oublier. Non, mais il risque pas d'oublier. Il n'oublie rien, le patron. Il roule pour vous. Ce que je voulais dire, c'est... Alors, il est sympa. Dans son moteur. Non, mais comme Bernard, je lui avais tendu une énorme perche pour qu'il me parle de la façon dont le courrier pourrait nous arriver. Et là-dessus, il est parti sur son copain qui avait vu le Rio, je ne sais quoi. Et moi, je reviens au courrier. à mes amis. Oui, mais alors moi, je m'intéresse à tous les amis du Masque et la Plume. Je veux savoir comment il faut qu'ils fassent pour nous écrire. C'est une colle que tu me poses là. Qu'est-ce qu'il faut faire Je sais pas. On n'a ils qu'à vont- donner ils nos écrivent- adresses personnelles. Pour l'instant, je crois qu'il faut écrire à la maison de la radio, à Radio France. Oui. Et puis ensuite, je sais pas, on va chercher le service compétent. Il y a certainement un service compétent, puis on va leur demander comment on peut récupérer ce courrier. Il y a pas de Bon, alors problème. il continue à nous écrire. Le Masque et la Plume, Radio France. Radio France, maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy. Bon, et toi, tu te charges de trouver les lettres. Éventuellement, j'irai les chercher en voiture, je te les porterai. Bah, dis donc, ça va. Si tu arrives à les trouver dans cette maison, tu auras du mal. Bon, alors ça sera donc comme ça. Alors ça, c'est ce que nous avions à dire sur le courrier. Le courrier, donc, c'est fini, puisqu'il n'y en a Non, pas. j'ai une lettre qui a l'air d'être importante. Ah, mais c'est une vieille lettre qui traînait chez moi depuis longtemps. Non, mais Elle date de l'ORTF. C'est une très très vieille lettre. Mais ce qu'elle dit, M. Bernard Guinaud, je crois, est toujours valable. C'est un auditeur de province et qui est désolé par la façon dont les spectacles sont projetés, généralement en province, Oui. dans des salles avec des quarts d'heure de publicité tonitruantes qui abrutissent complètement les clients. À Paris aussi. Oui. Oui, mais et surtout, il regrette que la presse locale ait totalement abandonné son rôle d'information auprès des clients que sont les spectateurs de cinéma. Et il demande par conséquent que l'antenne du Masque et la Plume fasse un pressant appel aux propriétaires des salles de province et de Paris, j'imagine, pour diminuer le temps de publicité tonitruante en leur disant que leur intérêt est non seulement d'amener des clients, mais de les faire revenir. Oui. Voilà. Bien. Je voudrais vous dire que, comme nous avons eu une émission cinéma la semaine dernière, en direct depuis le studio de France Inter, et qu'il n'y a pas une actualité cette semaine, une actualité très importante, nous avons pensé commencer cette année cinématographique avec un bilan de l'année écoulée. Vous avez donc pris quelques notes, du moins je Oui. l'espère. Ouh là là, Bory pas fini, hein. Bory a 2 kilomètres de notes devant lui. Ce qui ne vous interdit pas de parler J'ai préparé ma leçon, moi. des films très récents. Je pense qu'un bon point de départ, ce serait de parler du prix Louis Deluc, qui est, c'est un cliché de le dire, le Goncourt du cinéma. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Aussi. C'est mieux que le Goncourt, car à mon sens, le Deluxe c'est moins trompé que le Goncourt. Si Vous on voulez- prend la liste des films couronnés par le Deluxe, il y a à peu près Oui. tout ce qui est important, à une ou 2 exceptions près dans le cinéma français. Il Ah, s'est- des abs- ah, il- oui. il s'est Une moins ou trompé. 2 exceptions. Il s'est moins trompé que le Renaudot aussi, Charançon.
il s'est beaucoup moins trompé que le Renaudot. Bien. Et comme vous faites partie des deux jurys, Oui. Justement, Eh bien, c'est peut-être plus facile dans le cinéma que dans la littérature. évidemment, parce que la littérature, c'est plus difficile. Parce que tout de même, il y a 120 films français par an, alors qu'il y a 3000 romans. Ouais. Donc c'est plus difficile dans la littérature. Mais je reconnais que lorsqu'on reprend la liste du Deluc, elle est plus convaincante que la liste du Renaudot et bien entendu que la liste du Goncourt. Bon, le prix Louis Deluc dont vous faites partie, le juré Louis Deluc dont vous faites partie, Charançon ainsi que Jean-Louis Bory, et j'aurais dit, même si vous n'y aviez pas pensé, que Gilles Jacob vient d'être appelé à figurer dans cet éminent jury, ainsi que Nicolas de Rabaudy, que nous entendons quelquefois. toute la tribune qui passe au au la plume, toute la, au pouvoir. Pas Michel Simon, qu'on n'a pas pris, je ne pour sais la pas prochaine pourquoi. fois. Vous allez voir ce que je pense du Deluc. Michel Simon n'a pas été invité, je ne sais pas pourquoi. Non, donc- mais je voudrais, Enfin, je voudrais sens qu'il y a ajouter, une... Bastide, qu'il est très difficile d'entrer au Deluc. Oui. Depuis 10 ans, nous n'avons pas réussi à élire un seul camarade, car il faut qu'il y ait l'unanimité. Oui. Et cette unanimité est très difficile à Et obtenir. elle s'est Pendant faite. 10 ans, il y a eu des votes nuls, et cette année, exceptionnellement, nous avons réussi à faire entrer Deux petits trois jeunes. camarades. Deux petits jeunes. Trois camarades, l'un étant Jean Rochereau, le remarquable critique cinématographique de La Croix. Je procède par âge. Bien sûr, oui. Gilles Jacob et Nicolas de Rabaudy. Bon, Ça, c'est les poussins de l'année, ça. oui. Parce que les autres, ils ont quand même plutôt votre âge, non? Eh ben oui. Bah oui, mais il y a, vous savez, il y a tout de même, enfin, C'est des des gens gens qui ne sont pas complètement décroulants, comme Samuel Lachise, Oui. ou même mon adorable Jean-Louis. Ah, comme il est gentil. Mais la moyenne d'âge, c'est quand même... La moyenne d'âge, c'est 50 à 60. Elle est canonique, comme on dit. Bien. Alors, Regarde, vous avez donc... comme il convient à un prix qui a été fondé en 1934 ou 35, qu'est-ce que Bien. vous voulez Je vais prendre Michel Simon, qui est le seul à cette table à ne pas faire partie de ce jury, et qui est donc d'une totale indépendance, qui n'est pas candidat. Nous sommes totalement Ah indépendants. non, je suis pas. On n'est pas je peux candidat. pas être totale indépendance puisque justement je n'en fais pas partie. Alors. C'est ça. Je vais lui demander ce qu'il Non, on n'est pense. pas, François Régis, Oui. ce qu'il y a d'agréable dans ce jury, c'est qu'on n'est pas candidat. Ah, c'est ça. Ah oui, Bon. ah oui, On est coopté par ses pairs. Oui. dirons-nous. Oui. oui. On ne les prévient même pas. On leur dit, voulez-vous venir avec nous? Ah, ils disent oui ou non. Ben, il se trouve que cette année, Ils ont dit oui. les trois ont dit oui. Alors on est très contents. On refuse jamais, je pense. Si, pourtant, Ah s'ils savaient comment on mange mal. Ah oui. Oui, ça c'est vrai. Ça alors. Voulez-vous Georges Ah oui. voulez-vous me permettre de demander à Michel Simon de placer un mot, car il n'a pas ouvert la bouche, seul de vous quatre depuis, de nous deux, y compris moi qui parle sans arrêt, mais je vais me taire, Attends. lui demander ce qu'il pense de l'attribution du prix Louis Deluc à La Gifle de Claude Pinoteau par 8 voix contre 6 à La Femme de Jean de Yannick Bellon. Michel Simon. Si je dis du bien du Deluc, on dira que je prépare ma candidature, et si j'en dis du mal, on me dira que je suis aigri, parce qu'on m'a pas demandé d'en faire partie. Alors je vais être franc, de toute façon je suis perdant. Alors je vais dire ce que je pense de ce prix à La Gifle. Ça me paraît, enfin sans vouloir grossir l'importance du Deluc, ça me paraît très grave parce que dans une année, je crois, où le cinéma français a produit énormément, en tout cas un certain nombre de films très très intéressants, on a joué vraiment la facilité la plus totale. Facilité parce que c'est un film qui en est déjà à plus d'1 million d'entrées, qui a terminé sa carrière commerciale et ça ne l'aidera absolument pas commercialement. Facilité du point de vue artistique parce qu'il est évident que c'est un film de routine, un film sans aucune personnalité, sans aucune originalité, qui ne renouvelle absolument rien. Et je trouve que donner ce prix sous d'ailleurs le nom de Louis Deluc, qui a été peut-être pour beaucoup d'auditeurs quelqu'un d'oublié, mais qui a été dans les années 20 un des fondateurs de la critique de cinéma dans ce qu'elle avait de plus avant-garde du point de vue de la recherche de talents nouveaux, à une époque où justement le cinéma était considéré comme quelque chose de vraiment un spectacle sans grande importance. Quelqu'un qui était un théoricien du cinéma, un esthéticien, c'est un peu une gifle qui est envoyée à Deluc. Alors, Je pense- proteste non, avec non, mais indignation. après. Moi, on me demande mon sentiment et je le dis très franchement. Non, mais une gifle à Deluc, c'est inadmissible Mais oui, d'employer bon, des termes peut-être, pareils. mais je peux très bien le dire. Deluc aimait aussi des films commerciaux de qualité, ce qui est le cas de La Gifle. Il n'a pas défendu que des films d'avant-garde Non, mais comme je ne vous, défends- qui non. ne défendez que des films C'est pas d'avant-garde. vrai. C'est pas vrai, C'est Georges Charançon. ce qui est en effet une Mais c'est gifle pas- à Deluc. C'est pas vrai, Georges Charançon, parce que je vais vous dire, par exemple, les films français qui auraient pu
Voilà. à voir le Deluc. Par exemple, je prends un exemple, puisqu'on a comparé, à mon avis à tort, La Gifle avec Vincent François Paul et les autres. Si on devait couronner un film dans une certaine tradition et un film commercial, il me semble que le film de Claude Sautet, qui n'a jamais eu le Deluc... Mais si, non. Sauter a eu le Deluc, mon vieux. Si bon. vous aviez la moindre information, vous sauriez que Sauter a eu Bon, alors, le excusez-moi. Deluc. On ne pourrait pas lui donner 2 fois le Bon, Deluc. alors, Sans prenons ça, le- il l'aurait eu. Erreur. Bon, peu importe, oui. Vous dites n'importe quoi, Non, mon vieux. Vous aussi, quelquefois. Non, ça m'arrive, mais enfin là, je suis indigné. je n'ai pas le... Parce Je n'ai pas que la- vraiment nous attaquer alors que véritablement nous avons essayé de faire honnêtement notre travail, je Bon. trouve ça vraiment d'une très grande Mais malhonnêteté. je ne dis pas que Qui c'est parle pas... de votre honnêteté, personne. Je n'ai pas Mais parlé de... non, mais Georges Michel. Charançon, je n'ai pas parlé de l'honnêteté du jury. Ne mélangez pas. Je n'ai pas parlé de votre Non mais malhonnêteté. vous avez dit une gifle à Deluc, Oui. ça je ne l'admets pas. Attends, J'ai Georges. connu personnellement Louis Deluc, Quelle il aurait trompette. voté pour la gifle, je vous assure. Charançon, je vous supplie, si je veux bien me souvenir, C'est comme en Corse, on fait voter les morts. si je... Si je veux bien me souvenir du courrier que j'ai reçu en 74, en 73, en 72, etc., et depuis 22 ou 23 ans maintenant, le nombre de lettres qui nous disent vous couvrez les uns les autres et vos voix se chevauchent, ces lettres sont très très nombreuses. Alors, On ne peut essayez- pas chevaucher la voix de Charançon. Non, mais essayez quand même de ne pas trop chahuter, tout en étant libre, indépendant et bousculaire. Mais je redonne la parole à Michel Simon, alors. Bon, je pense donc qu'au moment où il y a des cinéastes en France comme Maurice Pialat avec La Gueule ouverte, comme Jacques Rivette avec Céline et Julie vont en bateau, comme même Jean Eustache, dont le dernier film m'a déçu, Mes petites amoureuses, mais qui aurait pu avoir ce prix, Il a eu des voix. comme Francis Giraud pour Le Trio infernal, comme Alain Corneau pour France Société Anonyme, etc., etc. C'est-à-dire une année d'une extrême richesse en talents nouveaux ou en talents qui se confirment. Je continue à penser que le film La Gifle, d'ailleurs produit par la maison Gaumont, qui jusqu'à nouvel ordre, mais on annonce des changements chez Gaumont, a été tout de même le défenseur de ce qu'il y a de plus traditionnel dans le cinéma français. Je trouve que c'est un encouragement à un cinéma qui peut très bien remplir les salles, et je trouve ça très sain pour l'économie du cinéma, qu'il y ait des films qui aient beaucoup de succès. Et je trouve que ce n'est pas le rôle d'un prix de couronner un film qui a déjà eu du succès et qui témoigne d'aussi peu d'ambition et de personnalité. C'est Michel tout. Simon. Michel Simon, si par hasard ou par malheur vous ayez fait partie de ce jury, pour qui ou pour quel film auriez-vous voté? J'aurais sûrement voté pour le film de Pialat parce que je trouve que 7000 entrées pour un des plus grands films de l'année, La Gueule ouverte. La Gueule ouverte, je trouve que c'est absolument terrible, et certainement que j'aurais voté pour le film de Pialat. Bon, est-ce que Gilles Jacob, s'il avait voté cette année-là, cette année-ci, aurait rejoint cette idée ou Non, je pas? voudrais dire une petite chose avant. Non, tu aurais c'est que voté La Gueule ouverte ou pas? J'aurais voté, cette année, Oui. j'aurais voté ou La Gueule ouverte, ou le film de Zulawski, Andrzej Zulawski, qui est un film qui n'est pas sorti encore, L'important, c'est qui d'aimer. s'appelle L'important, c'est d'aimer. Oui. Bon, mais il faut voter utile, et s'il avait fallu se rallier à une Ah, c'est un majorité... vrai, il est déjà juré. Voter utile. C'est vrai, On mais peut- c'est vrai. on peut pas faire autrement. Au premier tour, on exprime son sentiment, et au deuxième tour, c'est exactement comme dans une élection législative. Qu'est-ce qui serait passé? Il serait resté en présence la gifle et la femme de Jean. Moi, personnellement, j'aurais voté pour la femme de Jean. Mais bon, Julien. Cela dit, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a deux conceptions d'un prix cinématographique. Bon, il n'y en a qu'un. En fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Il y a un autre prix qui s'appelle le prix Jean Vigo. Oui. Bon, le prix Jean Vigo est fait, c'est un peu le Renaudot du C'est Deluc, ça. si vous voulez, pour signaler une révélation. C'est ça. Bon. Alors, que fait le prix Deluc? Si on prend l'histoire du prix Deluc, de temps en temps, il révèle quelqu'un, et il faut quand même pas oublier que l'année dernière, il a quand même révélé Tavernier, ce qui était un premier film, un très bon premier film, enfin c'était une révélation. Oui. Cette année, il a fait une consécration, après tout, pourquoi pas? Bon, alors, Charançon Fini, qui c'est bout depuis fini. un moment. Non, je ne boude pas, je dis Donc, qu'on il bout, s'étend BOUT. beaucoup trop. Non, on s'étend beaucoup trop là-dessus. Bon, le prix est allé à La Gifle, qui n'est pas un film prodigieux, Mais vous avez mais voté, enfin, c'était votre candidat, quand même, ça ça. se passait. Oui, c'était. Moi, j'aurais voté pour la femme de Jean. Écoutez, moi, à mon sens, on a beaucoup trop insisté sur le prix de Luc, quoi. J'y sois très attaché. Bah, si c'est un prix important, c'est normal. Ah, c'est un oui, prix important, je oui. crois. Bon, alors, Et on pourrait peut-être Bon. passer à l'ordre du jour. Alors, hein. l'ordre du jour, justement, c'est le Deluc, c'est-à-dire c'est l'année 74. Nous nous mettons actuellement dans l'état des membres du jury et nous faisons comme si nous redonnions le. Il faut préciser que le Louis Deluc, Deluc ce qui est nous permet de faire un petit bilan de l'année. obligatoirement attribué à un film français. Bien entendu, c'est Oui. ce que j'allais dire. Alors, est-ce que vous voulez que pour les spectateurs de province, ou plutôt les spectateurs des... Pardon, je dis des spectateurs, c'est un mot manqué, bizarre. Première fois que je fais ça.
Dieu sait que j'aime bien la C'est les révélateur. spectateurs des films dont on parle. Oui, mais je pense que je voulais dire les auditeurs. Bah, les auditeurs qui seront des Des spectateurs. spectateurs. Oui, c'est ça, oui. Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas en ce moment, et qui habitent non pas la province, mais les régions, comme on dit, et qui, au fond, ne connaissent peut-être même pas La femme de Jean, ce qui est de Yannick Bellon, qui naturellement connaissent la gifle, mais qui ne connaissent pas la plupart des films dont vous avez débattu. Voulez-vous que nous revenions carrément en arrière, que nous étudions un petit peu l'année 74, Oui. d'abord sur le plan français, c'est-à-dire sur les films dont vous avez eu à débattre autour de votre mirifique déjeuner ou dîner, je ne sais pas si c'est le soir ou le Dîner. dîner, que Boris a encore sur l'estomac. Alors, qu'est-ce que vous aviez Et c'était pas une question de poids, ça je vous préviens. qu'est-ce que vous aviez au menu alors cinématographique, Boris? Ah ben, Entre quoi et quoi pouvait-on hésiter? De quoi nous souvenons-nous en ce moment quant au film français l'année 74? J'ai dressé une liste des films qui m'avaient intéressé au courant de l'année, Oui. et je dois dire que la gifle ne figure absolument pas. Mais ça, Moi non plus. le Deluc, Mais moi la non loi, plus. Chut, Georges, la loi du Deluc, c'est la loi démocratique, par conséquent, très bien, je m'incline devant la majorité qui a donné le prix à Pinotto. Bon, les films que j'aurais voulu voir couronnés se trouvent sur cette liste. Je fais exception pour L'Horloger de Saint-Paul de Tavernier, qui fait partie de l'année 74, Ouais. et à qui nous avions justement, et d'autant plus justement que j'ai vu le prochain film de Tavernier que je trouve sensationnel. Donc nous avons eu raison, à mon avis, de lui donner le Deluc. Bon, il y avait sur ma liste, mais hélas, elle est restée à côté, Céline et Julie vont en bateau de Rivette, que je trouve que c'est un film français très important. Bon, il y avait, mais ça c'était hors de Luc, mais dans le cinéma français de 74, j'imagine qu'il faut marquer ce film d'une pierre blanche, Lacombe Lucien de Louis Malle, bon, qui est un grand film. Oui, mais vous n'auriez pas pu donner. Non, mais non, ça c'est hors de Luc. Le violon du bal de Michel Drac, c'est hors de Luc. Oui. Bon, La nuit américaine Il a de déjà Truffaut, eu le prix, Il a eu. rappelons-le. Rache a eu le prix de Il a eu le mais il prix. y avait donc Céline et Julie de Rivette, je reviens. Il y avait Mes petites amoureuses de Jean Eustache, que j'aime énormément. Oui. J'étais très triste de voir que à cette tribune, vous aviez été plutôt féroce pour ce film, Vous avez écouté. que je trouve, oui, j'ai écouté, que je trouve, justement, parce que je veux savoir ce que vous dites de Jean Eustache, et je veux dire que j'étais navré. Si j'aurais été à la tribune, j'aurais bouffé tous les micros qui étaient là de fureur. Parce que voilà un film qui est fait par un cinéaste, et je suis désolé de voir que nous, puisque je suis tout à fait solidaire de l'équipe de Deluc, la question est là, nous sommes passés à côté de Eustache comme nous étions passés à côté de Godard, ce qui, le recul jouant, est une grave lacune du palmarès du Deluc. Tu le reconnais? Si. Louper Godard, Oui, c'est tout de même, oui. faut le faire. Bon. Alors, je crois que hier, et je l'ai dit très sans passion, je crois qu'hier, nous avons loupé Jean Eustache. J'espère qu'il fera un film épatant là, dans 1 ou 2 ans pour qu'on puisse, à mon avis, combler cette lacune qui en ce moment est grave. Oui, mais J'ai aimé oui, le Charles, film. te Charles rappeler, Sol, non, oui. excuse-moi, permets-moi de te rappeler que son meilleur film, qui est quand même le précédent, La maman et la qui est putain, je maman et préfère la Mes petites putain, amoureuses. qui est La maman et la putain, a été couronné à Cannes. Alors nous enfoncions une porte ouverte en Non. couronnant son plus mauvais film. C'est pas son plus mauvais film, Mes petites amoureuses, c'est un film à côté duquel tu es passé, cher Georges, et vous êtes passé de façon générale, qui est un film, le plus beau film qu'on puisse faire sur une adolescence, et un film sans complaisance, sans le gnangnan et le cuculapraline Qu'est-ce comme qui tous les siffle- films qu'est-ce qui d'adolescence. siffle comme ça? C'est quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé dans l'adolescence. Bravo, bravo, bravo le siffleur, bravo. D'où viennent ces sifflets là? Il y a un petit sifflet où il est. Bah oui, Je mais comprends c'est pas. bien. Non, mais Jean-Louis, tu n'as pas écouté l'émission parce que Gilles Jacob Attendez et une Nicolas seconde. Rabaudy ont défendu le film. Et moi-même, j'ai dit que j'étais très déçu, mais que c'était quand même le meilleur film français des 2 derniers mois. Ah oui. Je comprends pas. Attendez, Il n'a pas écouté monsieur, l'émission. c'est vous qui avez sifflé. Je Il veux pas être n'écoute pas s'il indiscret. n'est pas dedans. Non, vous voulez pas parler? Non, Vous ne non. voulez pas parler. Le sifflet est une opinion. Ah, le sifflet est un jugement. C'est tout. Vous n'avez pas. Mais c'était un sifflet à l'américaine, merci Attendez. monsieur. Alors, De toute façon, si ce monsieur voulait parler, on ne lui laisserait pas le temps. Je prends un blanc. Attendez, madame, on vous passe un micro. On a la gentillesse de venir vers vous, allez-y. Je trouve que c'est un film qui n'a pas d'intérêt. Et la fin, on reste là à attendre que tout le monde se lève, ou on ne sait pas si c'est une fin. Aucun intérêt. ben oui, c'est un film ouvert. Étant donné que ce jeune homme, chère madame, vous auriez dû comprendre que ce jeune homme qui a 14 ans commence seulement à vivre. Ah oui. Ben c'est ça, c'est un film ouvert. Bon. Ouais. Ça existe. Ouais. Vous Parce que vous n'oubliez êtes encore tellement conditionné que vous avez besoin du mot fin à la fin d'un film. Oh, Ben oui, mais c'est ça qui est terrible. Gilles Jacob avait demandé la parole, oui. Non, je voulais simplement dire que je regrette que Jean-Louis n'ait pas écouté l'émission, contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, car Tout à fait. moi je me rappelle très bien que nous avons été au moins à 2 à défendre ce film. Et comment même avec un certain courage, puisque Georges Charançol m'a pris personnellement à partie pour l'avoir fait. oui, c'est vrai. C'est vrai.
Voilà. C'est vrai, mais vous l'avez défendu avec une énergie qui m'a beaucoup touché. Bon. Et- Mais ça, c'est mais pour enfin, le fait est là. Il a eu 3 voix Ouais. au prix de luxe, C'est ce ça, qui est c'est très tout. bien. Ah, mais la loi Très démocratique bien. joue. Bon. Très bien. Bon, ça, Il c'est y avait aussi sur la liste la gueule ouverte de Piala. Je suis tout à fait Attendez, il y effectivement. a un monsieur qui lève... Ah, tout d'un coup, alors, un monsieur... Oui. À vous. Pourquoi M. Jean-Louis Bory, dans son dernier article du France Observateur, dit en parlant de ce film, Non, c'est le nouvel... du Nouvel Observateur, anti-grand monde, quel soulagement. Oui. Qu'est-ce qu'il entend par anti-grand monde? Vous permettez une seconde? Oui. Je pense que le grand monde fait partie de la culture celtique. Vous avez vu certainement l'admirable émission de Denis de Rougemont, où il dit que nous sommes les héritiers de Tristan et Iseult, dont est le grand monde, dont est la princesse de Clèves, etc. Alors, des 3 cultures qui sont sémitiques, gréco-romaines et avec syncrétisme, etc., et de la culture celtique, donc M. Jean-Louis Bory voudrait la détruire. Est-ce que c'est... Non. Attendez, D'où Jésus. vous avez terminé, monsieur? Oui, oui, j'ai terminé. Non, mais vous avez été vite interrompu. Vous êtes sûr que vous avez terminé? Vous pourrez Non, reprendre? mais je sais très bien ce qu'il veut Oh, dire. je pourrais continuer très longtemps, mais je pense Oui, c'est ce que je sens, sens, c'est pour ça. Alors, pense Jean-Louis que ça Bory, suffit. Bory vous répond. Faites attention que nous étions dans un domaine cinématographique. Pour moi, que le Grand Mône, c'était pas tellement le roman d'Alain Fournier que la confiserie vomitive de Gabriel Albicoco. Épouvantable. Bon. Pour moi, c'était cette façon de voir le monde de l'enfance dans le style vitrine de Noël qui me pue au nez parce qu'il est faux. Le côté gnangnan, cuculaprane, oh le gentil petit Jésus, comme il est mignon à sa maman, alors que le gosse lui dit merde, j'ai envie de te foutre une baffe. Vous comprenez? C'est ça. Alors l'anti-grand môle, c'était justement que Eustache avait le plaisir, la volonté de montrer que l'enfance peut être triste, peut être lugubre, peut être pénible, peut être drôle, qu'avoir 14 ans, c'est pas du tout le paradis des amours enfantines, c'est pas vrai. Qu'il y a beaucoup de gosses à 14 ans qui sont profondément malheureux. Et comme on est malheureux quand on est un enfant, c'est-à-dire sans espoir. Le malheur de l'enfance, c'est un malheur absolu. Et ça, l'enfance nue de Piala le montrait. Et c'est pour ça aussi que j'aurais aimé que La Gueule ouverte soit couronnée, parce que ce film qui était l'enfance nue a été un bide total. Et c'est un chef-d'œuvre, vous êtes de mon avis. Ah ben c'est aussi un anti-grand mot. Oui, monsieur. Mais, on a eu l'impression, vous comprenez, que vous attaquiez... Parce qu'il est triste, le grand Mône. C'est un ben personnage oui. qui n'est pas gay. Mais l'Alain Fournier. Alors, vous parliez du film, en fait. Ah Alors, oui. Il aurait fallu le préciser. Ah oui. Oui, Vous mais le ça- préciserez la semaine prochaine. si on- Ah oui, oui. Mettre une Oui, petite note. oui, monsieur, vous avez tout Très à bien. fait raison. Vous avez Bravo. raison, vous avez raison. Vous avez raison. Merci. Très bien. Ben, on est lu, hein. Mais merci monsieur. Vachement. Alors il y avait donc La Gueule ouverte de Piala. Je suis tout à fait l'avis de Simon que c'est un film admirable et qui malheureusement n'a pas du tout trouvé son public, qui aurait été passionné par ça. Et il y avait toute une série de jeunes premiers films de début qui m'avaient beaucoup intéressé, mais qui sont peut-être plus, comme disait Jacob, pour le Vigo que pour le Deluc. Mais ça, j'aurais aimé qu'on en discute. C'était Les Doigts dans la tête de Jacques Doyon, que j'aime énormément. Un homme qui dort On va y de venir à ça. Kessan, d'après Pérec, aussi que je trouve très réussi. Et 2 films, jeunes films de début qui étaient intéressants, qui étaient Voyage en Grande Tartarie de Takella et France, Société Anonyme d'Alain Corneau. Voilà, si vous voulez, les films français qui m'intéressaient, que j'ai amenés sur la table. Alors, quand dans la bataille démocratique, je dis, ça c'est la règle, il faut s'y soumettre. Alors, naturellement, j'ai abandonné Eustache, j'ai abandonné également Zulawski, que je trouvais très intéressant, mais qui est un film à venir, par conséquent sur lequel nous reviendrons à cette tribune. Oui, oui. Et je me suis rangé avec véhémence derrière La Femme de Jean, que j'ai trouvé, que j'ai dit ici, qui est un film admirable. Parce que c'est aussi un film fait par une femme, et fait sur, c'est l'année de la femme, profitons-en, c'est fait sur Ça ne justement durera pas le toute problème l'année. féminin numéro 1, qu'est la femme, si vous voulez, qui se retrouve seule et qui essaie de bâtir sa vie, sa destinée, sa famille, etc., en dehors de toute aide masculine. Je trouve que c'est un sujet qui est en effet extrêmement important. Et La Femme de Jean le traitait comme Yannick Belon a su le faire, c'est-à-dire avec un mélange de précision, de tendresse et de pudeur et de vérité profonde que j'aurais voulu voir couronner. Bon. Bien. Ça, c'est l'opinion de Jean-Louis Bory. Michel Simon ou Jacob ou Charles Sol, je ne sais pas lequel des trois. Michel Simon. Oui, Michel Simon. Non, moi, oui, je suis d'accord avec Boris sur pas mal de films qu'il a cités. Il me semble qu'il y a un phénomène très intéressant dans le cinéma français, si j'ose dire, mettant français entre guillemets, c'est le fait que pour des raisons économiques ou des raisons politiques, un certain nombre de cinéastes étrangers sont venus travailler en France depuis quelques années. Et cette année, on a vu 4 films faits par ces étrangers qui avaient déjà travaillé, comme Buñuel par exemple, avec Le Fantôme de la Liberté, comme Ferreri avec un film que je n'aime pas, mais qui est très intéressant dans sa tentative, qui ne touche pas à la femme blanche, comme Makavejev avec Sweet Movie, et comme Zulawski, ce Polonais, qui a fait un film qui va sortir le mois prochain, qui s'appelle L'importance d'aimer. Je crois que c'est très important que ces gens viennent travailler en France parce qu'ils donnent au cinéma français ce qu'il n'a que très peu, c'est-à-dire l'imagination,
la violence, un goût de pamphlétaire, un lyrisme, qui sont totalement absents de la production mais alors pourquoi nationale. Mais alors pourquoi On peut en parler Parce que après. si la Mais France, je constate non, un mais phénomène. si la France c'est Pinotto, et si vraiment on a besoin de Schulze, C'est pas uniquement pourquoi, c'est pas uniquement. Je termine, mais je crois Non. qu'il y a un phénomène qui se produit qui est très intéressant, qui est toute proportion gardée avec ce qui s'est passé aux États-Unis à l'époque d'or de Hollywood, quand les cinéastes européens allaient travailler à Hollywood et constamment apporter un sang nouveau à Hollywood. Je crois que la France est devenue peut-être par un public plus intéressé par le cinéma que beaucoup d'autres pays européens, où le cinéma relativement marche bien par rapport à l'Allemagne de l'Ouest, par exemple, ou la Grande-Bretagne, qui sont dans une situation catastrophique du point de vue de l'exploitation. Il se passe beaucoup de choses en France, et je crois que l'arrivée de ces cinéastes donne quelque chose de neuf. Je constate d'ailleurs, parallèlement à cet apport de sang nouveau apporté par Makavejev, par Ferreri, par Buñuel ou par Zulawski, que 2 premiers films français cette année ont témoigné aussi de quelque chose de très neuf, et je ne parle pas de ces films dont on parle beaucoup, que j'aime bien, comme Les Doigts dans la tête, du nouveau naturel, de l'intimisme, etc., qui sont également des films souvent de qualité. Mais 2 films très forts, très violents, qui ont eu l'heure de déplaire ou d'enthousiasmer, mais en tout cas de provoquer des réactions, c'est le film justement d'Alain Corneau, France Société Anonyme, et le film de Francis Giraud, Le Trio Infernal, qui les 2 films qui essayaient de faire des films commerciaux avec des vedettes, Michel Bouquet ou Piccoli, et qui essayaient de prendre à rebrousse-poil toute une tradition du cinéma français. Ça me semble une deuxième caractéristique très importante. Et troisièmement, tout un courant qui commence à s'élargir et à prendre de la force, qui est ceux de ce que j'appellerais les cinéastes formels, c'est-à-dire des cinéastes français qui se préoccupent beaucoup plus que Pinotto, pour ne pas encore l'accabler, qui s'intéresse beaucoup au scénario, mais qui se préoccupent de problèmes de mise en scène, de cinéma, qui sont des visuels. Et je pense naturellement à Eustache, je pense à Gérard Blin, je pense à Maurice Pialat, qui sont des gens qui sont très intéressés par les problèmes du son, par les problèmes du cadrage, par les problèmes de rythme, etc., qui sont des gens préoccupés d'esthétique, et je mettrai également Jacques Rivette dans cette catégorie. Donc nous avons 3 tendances là qui me semblent extrêmement passionnantes, et ça n'exclut pas bien entendu d'autres films, comme le film de Doyon, Les Doigts dans la tête, comme le film de Sautet, qui à mon avis font que le cinéma français, ne parlons pas de Bresson, qui est à la tête de ce courant formaliste de Eustache, de Pialat et de Blin, mais je trouve que tout cela est extrêmement passionnant dans le cinéma français. Alors on a tendance à toujours dire que le cinéma français, c'est pas bon comparé à l'italien, etc. Moi je crois au contraire qu'il y a cette année un courant très fort et très intéressant. Bon, merci Michel Simon qui met de l'ordre dans nos idées, mais peut-être un petit peu trop d'ailleurs, parce que je vois pas bien comment Gérard Blin viendrait de Bresson. Enfin, vous le voyez. Vous le voyez. C'est l'élève de Bresson. Oui, enfin bon. De même, naturellement, que Eustache, c'est faut des films bressoniens. absolument évident. Alors, Bresson, ce ne sont que des tout petits Bressons. Alors, tout ce qui Il y a n'est le pas, maître et les disciples. tout ce qui n'est pas réaliste est Bresson. Non, mais il y a une certaine façon de parler, de regarde. diriger les acteurs. Ouais. C'est bressonien. Sans Bresson, ils seraient encore dans leur province natale. Je crois pas du tout. C'est votre opinion. Vous avez donc. Mais non, mais Ah, c'est si, une moi, je suis David évidence. Gilles Jacob, alors. Une évidence. Gilles Jacob, depuis un petit moment, coche, barre, met Non, des moi, croix, souligne. Quoi Coche et riz. Coche et ricoche, oui. Il a tout un palmarès. Alors là, Non, mais c'est-à-dire que bon, il est évident que là, on vient d'énumérer un certain nombre de films qui sont tous remarquables. Moi, je crois surtout que c'est une année assez riche. Contrairement aux autres années, nous qui voyons beaucoup de films par an, généralement, on trouve 15, 20 films, et tout le reste, ça part un peu à volo. Et là, je crois qu'on a vu une 50aine de films qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais enfin, il y a une dizaine de très bons films et d'autres qui sont quand même très remarquables. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant l'exposé de Michel Simon, mais alors, il a un tic de style. Dans la précédente émission, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, très souvent, il dit dans le désert actuel du cinéma français. Je n'ai pas dit ça. Je trouve Mais il qu'au parle de la contraire, semaine. Cette année, Je parlais de la semaine. Je ça. défendais le film de Eustache. bon, excuse-moi. Je Alors, défendais dans le film désert de de Eustache par rapport à ce qui sortait à Paris. Je disais ma déception, bon. mais en même temps que c'est le film le plus Gilles, intéressant. c'est par rapport au contexte. c'est pas encore- Oui, mais cette fois-ci, on a une Là, je parle vision. de l'année. Là, voilà, on a une vision d'historien. Moi, je trouve au contraire que la richesse du jeune cinéma français cette année est tout à fait remarquable. Et on peut ajouter un certain nombre de films à tous ceux qui ont déjà été cités. Par exemple, un film moi qui m'a intéressé qui s'appelle Le Général Idi Amin Dada. Ah oui, Bien Ça, sûr. c'est un film très remarquable. On a parlé du film de Takela, le film de Pérec aussi, Un homme qui dort. Oh. Il y a le film d'Ariane Mnouchkine qui s'appelle 1789, que j'ai trouvé un très beau film aussi, qui est un premier film. C'est-à-dire que si vous voulez, cette année, on peut compter une dizaine de premiers films très intéressants. Ouais. Et ça, c'est assez remarquable. En plus, je trouve que le cinéma politique devient plus clair,
devient plus intéressant, plus Qu'est-ce qu'il y a cohérent. comme cinéma politique en France? Bah, par exemple, je ne sais pas moi, on a vu ces temps-ci, bon, je viens de citer le général Idi Amin Non, Dada. mais ça, c'est du cinéma ougandais. Non, mais enfin, oui, mais quand c'est du même- cinéma confus. Oui, Moscou, oui. c'est le portrait d'un Oui. dictateur fasciste, c'est quand même intéressant. Je veux dire, bon. Mais ça n'a rien à voir avec la France, quand même. enfin. Non, mais d'accord, mais enfin. Ça mai pourrait arriver. Mai 68, c'est Non, fait par une non. journaliste anglaise, mais enfin, c'est quand même un film qui nous touche. Les Bicots nègres, vous allez peut-être aussi me dire que c'est pas un film Oui, politique sur non, la France. ça oui. Mais, C'est un mais film La femme remarquable. de Jean est un film politique. Exactement. Non, c'est-à-dire que D'accord. tous les films. Histoire sont des d'A de films politiques, Belmont. si on veut. Sur l'avortement. oui. C'est un film. Et important. Français, ça, c'est un film politique. oui, Comment celui-là, devient-on un ennemi de l'intérieur? C'est un film politique. Sûrement. Enfin, je veux dire, cette année, ce ne sont pas des magmas auxquels on ne comprend rien et qui sont débiles, pas du tout. C'est des réflexions et moi, je trouve que ça. Mais ça est-ce Et dramatisé. Est-ce que, Gilles Jacob, est-ce que tu mets ces films sur le même plan que ce qu'on appelle le cinéma politique italien, les films de Francesco Non, Rosi, parce que par évidemment, exemple? Rosi est en même temps un très grand cinéaste. Ah oui, mais alors. avoue que nous n'en avons pas en Mais France. ça va venir, je veux dire. il y a longtemps qu'on le dit, on les attend. Non, mais ça l'Italie- vient. L'Italie est très en avance sur nous pour les films politiques parce qu'eux, ils en ont fait presque une veine, il Bah faut oui. bien le dire, une veine Mais nous, presque non. commerciale. Nous, non. Nous, Pas jamais. encore. Nous, jamais. Gilles. Mais ça vient, Georges. Ça vient. Bien. Jean Charansol. Non, non, il y a un... Ah, pardon, Charansol, excusez-moi, le directeur adjoint du Masque et la Plume me fait signe avec raison. Mon assistant metteur en scène, oui, monsieur. avant. Pourquoi oubliez-vous René Vauthier, qui a fait un Non, non, film le dire, il y a- monsieur. absolument La remarquable, folle de Toujane. qui lui atteint le niveau, selon moi, de Francesco Rosi. Et il y a une chose absolument scandaleuse à propos de ce film, c'est qu'il est sorti un mois ou deux dans le quartier latin, et depuis, on n'en entend plus parler. Il n'est même pas sorti, même pas en Bretagne. Alors que c'est Surtout un pas film- en Bretagne. Surtout pas en Bretagne. Surtout pas en Bretagne. Alors c'est la pire des choses qu'on peut imaginer au point de vue censure. Citez le titre, Ah, monsieur. censure. La La folle de Toujane. Pourquoi censure? Non, ne dites pas Qu'est-ce que censure. ça veut dire? Ne dites pas censure, La censure monsieur. n'a rien à voir là-dedans. C'est Non. une censure de la part du distributeur Ah ouais, Ah bah oui. bah, qui lui accepte uniquement 4 copies. Bien, Excusez-moi. Non, mais non, vous- c'est très bien. Je c'était- suis pour. Oui, c'est une censure économique. C'est une ouais, très mais bonne- tu l'avais pas cité quand même. La folle de Toujane, donc, monsieur. si, il y a Censure. Non, non. La censure, c'est quand même pas ça. La Non. censure, c'est quand Disons une exploitation dirigée. Non. Non. Si, c'est ça. S'il y a des salles d'arrêt d'essai en Bretagne, elles auraient dû passer le film, le point c'est tout. Si elles l'ont pas fait, c'est Si elles qu'elles l'ont ont- pas fait, c'est elles ont préféré le mettre dans la tête ou tous les films que tu as cités. C'est qu'elles ont pensé qu'elles Non, mais je remplissent. crois que, non, Ou les je crois films qu'on porno. peut. Non, mais ce que dit monsieur est très important Ouais. parce qu'il s'agit en fait d'une censure de type économique. Oui, Je crois que ce à quoi on assiste en France, c'est en ce moment une concentration, une monopolisation de l'exploitation et de la distribution des films qui fait qu'il y a 3 ou 4 grandes compagnies qui choisissent les films qui sortiront à Paris dans un certain nombre de salles, qui choisissent ensuite quels films seront envoyés en province, qui ont un réseau de salles. Et ce qui est terriblement dangereux, c'est qu'il y a une sorte de concentration sur 3 ou 4 de ces compagnies. Si bien que la décision dépend de quelques hommes et qu'effectivement, il y a des films qui sont condamnés aux oubliettes. Et ça, c'est grave parce qu'il y a beaucoup moins de latitude, de possibilités d'exploitation, je crois, qu'auparavant. C'est pas des Et- compagnies, c'est des programmateurs. Dans la région parisienne, il y a 3 personnes. Je ne veux pas citer les noms, peu À ce importe. point-là, Qui vraiment. sont- Ah Mais oui. Ah, c'est terrible. ce sont C'est des terrible. programmateurs qui ont un planning devant les yeux, ils ont toutes les salles. Ils téléphonent à une société américaine, par Terrible. exemple, en leur disant j'ai cette salle, tu me sors ton film la semaine prochaine, c'est ça ou rien. Alors, bon, pas de presse, pas d'information, pas de publicité. Et pour pouvoir, quand les sociétés américaines ont par exemple ce qui s'appelle des films importants, prenons Chinatown, pour être sûr d'avoir une date de sortie ferme pour pouvoir s'en occuper, ils sont obligés d'accepter que des films intéressants sortent comme ça en bouche-trou à la Non, mais sauvette. qu'est-ce que tu appelles programmateur? Par exemple, l'UGC, pour toi, c'est programmateur? Oui, Ils sont Oui, mais c'est une compagnie. Non, mais C'est une compagnie, c'est pas une personne dans un Bah, c'est bureau. le directeur Non. du GC. C'est l'UGC Écoutez. qui décide que tel film sera pris en distribution et ensuite sera Oui, présenté bah, parce dans qu'il ses le salles de présente dans les province. salles UGC. Bon, si le C'est film le de Vautier, programmateur par exemple, UGC. n'est pas pris, eh bien, le film de Vautier, il fait effectivement, mais vous avez raison de protester pour Vautier, mais on pourrait vous citer 30 exemples de films qui font une carrière au 3 par quartier semaine. latin et qui ensuite, c'est terminé. Attendez, au premier rang, on demande la parole. On l'avait demandé également tout à l'heure, mais Ah Il oui. faut dire qui c'est. Ah bah Ça c'est vous dérange- c'est quelqu'un de Jacques très Robert, le important qui va parler. ça ne me regarde, Non, ça ne non, me non, regarde mais pas. non, Je ne c'est connais ça. pas ce Non, monsieur. mais là, on fausse tout. Enfin, je veux dire. Alors, monsieur au premier rang. Non, mais il est évident que Gilles Jacob a à la fois raison et tort quand il dit il y a 3 programmateurs, mais je crois qu'il a tort surtout quand il dit ces programmateurs sont indépendants des grandes maisons de distribution. Et c'est là, à mon avis, où il a tort de faire cette restriction. Parce qu'il est bien évident, au contraire, que ces programmateurs, non seulement ne sont pas indépendants, mais en font partie. Et que de toute façon, ils vont faire tout ce qu'ils pourront, et c'est bien évidemment leur intérêt, pour supprimer le travail qu'essayent de faire encore quelques indépendants qui donnent des chances à des films qui n'en auraient aucune dans ce cas-là. Et c'est là la vraie censure.
Beaucoup plus que le fait d'avoir 4 copies. Avec 4 copies, on couvre toute la France, c'est pas un problème. Et M. Vautier n'a pas à se plaindre parce qu'il est encore parmi les privilégiés d'être justement sorti par un distributeur qui est un distributeur puissant. Oui. Mais il y en a d'autres. Vous n'avez pas cité Philippe Garrel tout à l'heure dans les gens dont on aurait pu parler dans le prix de Luc. Oui, mais Bory en avait parlé ici. J'en ai parlé hier, mais j'ai failli. Oui, mais je crois ils se sont qu'il fallait quand même étranglés avec les arêtes du poisson. Non, une fois. Mais bon, pour ne pas m'égarer, je voudrais dire quand même que le vrai problème extrêmement grave, c'est effectivement cette concentration dans les mains de 2 ou 3 puissances du cinéma, pas plus, qui d'ailleurs, je ne dirais pas pour se dédouaner, ce serait peut-être un peu méchant, mais pour faire preuve d'un certain libéralisme, prennent un certain nombre de films d'une audience, disons, limitée, de films de qualité d'ailleurs, je ne le discute pas, mais qui finalement se dédouanent avec ça de manière à pouvoir mieux étouffer les films difficiles qui finalement pourraient les gêner. Et ça, c'est une situation extrêmement dramatique. On ne dira jamais à quel point la disparition à peu près totale des distributeurs indépendants et maintenant des exploitants indépendants va poser un problème extrêmement grave au cinéma français et à l'exploitation du cinéma en France. Ça, c'est très grave, mais ça doit faire l'objet d'un débat qui durerait plusieurs heures. Mais attendez, vous connaissez bien ces problèmes, monsieur. Oui, très bien. Oui, ce sont les vôtres, pourquoi, monsieur? François Régis. Non, vous ne voulez pas dire pourquoi, non? Non, c'est pas, je veux dire, à partir du moment où je vous dis je suis distributeur, bon, je le suis, on va dire il parle dans son intérêt. Pas du tout. Donc, ça, on parle de ce qu'il connaît. Une maison de distribution qui s'appelle Capital Film, je programme Le Marais. Bon, je veux bien dire tous les noms, je n'en ai pas honte. C'est ce que je vous demande. Je n'ai pas honte de ce que je viens de dire. Je peux en dire plus si vous voulez, ça m'est égal. Non, mais vous parlez de ce que vous connaissez parce que ça vous intéresse. Non, mais ce que dit Jacques Robert est confirmé par l'exemple britannique, car on a assisté en Angleterre à la fin des années 50 au même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a eu une concentration sur 2 grandes compagnies de distribution, ABC, je crois, et British Lion, qui contrôlent complètement toutes les salles de Grande-Bretagne, si bien qu'il y a des films remarquables de jeunes cinéastes britanniques qui ne sont jamais sortis, parce qu'il y a entre les compagnies américaines, Metro-Goldwyn-Mayer, etc., Columbia, et les 2 grandes compagnies anglaises, il n'y a rien d'autre pour sortir un film en Angleterre. Et le cinéma anglais en est mort. Bon, et provisoirement, j'espère. Espérons que le cinéma français n'en mourra pas, mais c'est un fait que le public n'est pas assez au courant de cette monopolisation de la distribution et de l'exploitation des films. Je vous demanderai bien le remède. Si je peux me permettre d'ajouter un mot, je dirais que le début de Se masquer la plume, où on a parlé du prix Louis Deluc, finalement, est un petit peu à la même image que le problème que vous soulevez maintenant. Je veux dire par là que finalement, Charançol a laissé échapper, et ce n'est pas du tout une attaque contre Charançol que je mène là, pourquoi récompenser un film qui ne fait pas tellement d'entrées? Bon, je voudrais dire tout de même une chose à Charançol, c'est vrai que le jury du Deluc a laissé échapper peu de réalisateurs français intéressants. Il fallait souligner Godard, effectivement, a eu raison. C'est vrai. Mais curieusement, il a toujours récompensé, je ne dirais pas leurs plus mauvais films, mais presque. Et ça, je ne dirais pas qui a fait cette observation, mais ce sont des réalisateurs qui ont obtenu le prix de Luc. Non. Et si vous faisiez... C'est pas vrai. Georges Charançol, je voudrais vous dire que j'ai passé tous les prix de Luc les uns après les autres, depuis 1938 et pas 1934, où il y avait donc le film de Jean Renoir, Les Bas-fonds. Vous reconnaissez que ce n'est pas le meilleur film de Jean Renoir, même c'est un beau film quand même. Non, mais ça commençait bien, Et puis après, c'est gâté énormément. Et effectivement, quand vous passez tous les prix de Luc les uns à la suite des autres, quand vous apercevez par exemple qu'on a raté Clouzot pour Le Corbeau, mais qu'on lui a donné pour les Diaboliques, je crois. Bon, les Diaboliques, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, mais c'est trop tard. C'est pas rien, mais c'était trop tard. Alors, je me permets, Jacques Robert, de vous répondre que pendant la guerre, le prix de Luc n'a pas été décerné. Or, le Corbeau est un film qui est sorti pendant l'occupation. Oui. Or, pendant ce temps-là, nous nous tenions bien tranquillement dans nos foyers sans feu. Et nous ne distribuons pas notre prix. Alors là, il ne faut pas nous reprocher d'avoir raté le Corbeau. Oui. Alors là, c'est tout de même pas, même pas très régulier. Si vous l'aviez fait, qu'est-ce qu'on vous dirait maintenant? Oui, parce qu'on dirait que c'est Nicolas Beau. Non, écoutez, Jacques Robert. Moi, je trouve que je suis ravi que vous soyez dans cette salle, car vous êtes l'exemple même du distributeur et de l'exploitant indépendant. Exact. Et vous avez sorti dans vos salles des films que nous n'aurions pas vus sans vous. Garrel. Vous prouvez donc qu'on peut montrer des films absolument en dehors des grandes compagnies et que l'UGC et Gaumont
ne sont pas du tout, comme on vient de le dire, les dictateurs de la distribution française. Il y a en France un certain nombre d'exploitants indépendants qui font très bien leur métier et dont vous êtes. Et ça, je tenais absolument à dire ça. Je tenais à dire ça parce que véritablement, vous essayez de nous expliquer que ce sont les Américains, etc., qui tiennent tout le cinéma français. C'est absolument faux. Il y a encore des circuits qui sont tout à fait indépendants en France. Non, mais c'est une récupération. Une seconde, Michel Simon demande la parole. Oui. Non, écoutez, Georges Chanson, vous ne pouvez pas faire ça. Vous vous servez justement d'un distributeur qui se débat pour essayer de sortir des films pour dire regardez, il n'y a pas de quoi crier au feu, c'est pas vrai que la Gaumont est dictatoriale, puisque lui, il peut programmer ses films. C'est comme si vous défendiez en disant en France, n'importe qui peut éditer un journal, ça peut se vendre dans toute la France, ça peut être distribué, se vendre magnifiquement. Regardez, il existe tel journal qui tire à 4000 exemplaires. C'est comme s'il n'y avait Mais il n'est pas seul, il y en a d'autres. C'est comme s'il n'y avait que Gallimard et Robert Laffont mais et que vous disiez c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a les éditions du Seuil qui ne sont pas rien. Mais on parle du cinéma. C'est pas ce que j'ai dit. On parle du cinéma. Non, j'ai dit, pour que le parallèle soit Charançon, vous charriez. Ah bah mon vieux, hein? Ah, ce que je m'amuse, c'est la réponse du berger à la bergère, hein? Non, pas Qui du est la tout. bergère? Pas du tout, vous n'avez pas compris. C'est François Régis. Merci. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. J'ai voulu dire, c'est comme si dans l'édition, il n'y avait que Gallimard et Robert Laffont, par exemple, et qu'on dise bravo les éditions de minuit. Oui, c'est ça. Non. C'est ça le parallèle oui, exact. Mais Bon. il y a. Alors voilà ce que j'ai voulu dire. Non, mais il y a certainement d'autres. Heureusement, c'est pas comme ça. Il y a d'autres distributeurs et d'autres exploitants que l'UGC et Gaumont. Bon, ils n'ont peut-être pas des circuits aussi énormes, mais enfin, le fait est là. Il y a des films passionnants, et par exemple, dans le circuit dont s'occupe Jacques Robert, nous avons eu la révélation du cinéma germanique, du nouveau cinéma germanique cette année, qu'on peut discuter, mais qui est un cinéma entièrement nouveau, et ça a marché qui le nous apporte tonnerre, quelque chose de ça très a dû marcher nouveau. le tonnerre. Eh bien, bon, il a pu le faire. Il l'a fait. Monsieur Jacques Robert, Non, oui. non, la réponse que je voulais donner à Georges Charançon, d'ailleurs que je remercie par ailleurs d'aider toutes ces expériences, et ça c'est vrai, et tous les critiques qui sont ici, qui sont des amis également, c'est que tous ces films se soldent par un déficit, mais absolument tous. Alors vous allez me dire comment vous vivez. Mais c'est la faute du public. Attendez, Georges Charançon, je crois que je voudrais. Mais c'est aussi de la faute du public, bien sûr. Ah oui. Mais je voudrais vous donner la vraie réponse. Comment est-ce que je vis? Alors je vais vous répondre très facilement. Vous le savez, d'ailleurs, je sors les lois d'hospitalité de Buster Keaton et ça n'est pas honteux, mais je ne sortirai jamais la gifle. Je ne sortirai jamais la gifle parce que j'en aurais honte. Non. Non mais ça, Jacques Robert, là, votre dernier mot est de trop, car vous n'êtes pas fait pour sortir la gifle. Si nous vous défendons, c'est parce que vous sortez des films exceptionnels. Mais je continue à prétendre qu'il y a en France 200 ou 300 salles, et peut-être davantage, ou peut-être 500, qui peuvent, si elles le veulent, sortir des films exceptionnels. Il suffit simplement que le public suive. Charançon, je veux vous dire, Charançon, avec tout le respect et toute l'amitié que j'ai pour vous, que la lecture du courrier, je ne connais pas les problèmes dont nous parlons en ce moment, c'est pour ça que je me contente de vous donner la parole, c'est ce que je fais le plus souvent, que la lecture du courrier, la lecture des lettres de spectateurs de films en province, nous montre d'une façon absolument éloquente et de plus en plus consternante que c'est fini. Rappelez-vous la lettre que je vous ai lue à l'antenne dimanche dernier, autant que je me souvienne, de quelqu'un qui me disait, me semble-t-il, que je ne sais quel film de Visconti, tout bêtement Mort à Venise, n'est-ce pas? Il y avait 20 personnes dans la salle, que 2 sont sortis, et que le film a été donné une soirée, je crois que c'était à La Rochelle, si je ne me trompe. Bon. Ou à Royan, merci, je vois qu'on nous écoute dans la salle, vous avez de meilleure mémoire que moi. En effet, à Royan, il y avait donc 18 personnes pour voir Mort à Venise, qui est quand même pas de l'avant-garde, hein, c'est pas un film difficile. Si c'est fini, si ça se continue comme ça, c'est la mort tout simplement du cinéma. Oui, mais en ce moment, vous attaquez les spectateurs, vous n'attaquez pas les distributeurs. Mais non, je les attaque pas, je les provoque. Vous attaquez les distributeurs. Moi, je dis qu'il y a que le problème, que les responsables, ce sont les spectateurs. Oui, ce ne sont pas les distributeurs. Alors, attendez une seconde, je vais mettre de l'ordre. Jacques Robert, un dernier mot. Bon, simplement, je voulais dire, Charançon, que pour une fois, je vais défendre les exploitants, ceux de province. Oui. Il est évident qu'actuellement, la situation est telle, et il faudrait le développer en une demi-heure, je ne veux pas le faire, que tout exploitant qui ne va pas se rallier d'une façon quelconque à un circuit va être mangé. Je donne un exemple précis. Il y a un cinéma qui s'appelle Le Club, à Grenoble, et qui est un des plus anciens cinémas d'art et d'essai. Oui. Ce cinéma n'a plus de films,
Parce que les maisons de distribution qui disposent de films, disons, suffisamment forts pour faire vivre une salle, il faut bien de temps en temps passer des films un peu plus forts, tout en restant dans une catégorie de films extrêmement estimables. Comme, par exemple, la CFDC a des salles UGC à Grenoble, eh bien, il est bien évident qu'on ne va pas le donner à l'exploitant indépendant, mais qu'on va le donner dans les circuits de salles qu'on a créés. Qu'est-ce que peut faire l'indépendant sur le côté? Plus rien. Il n'a plus, à mon avis, qu'une sortie maintenant, c'est d'essayer, disons, de prendre la suite de ce que j'essaye un peu de créer à Paris, c'est-à-dire de s'équiper en 16 mm et de carrément casser les ponts avec certains cinémas pour fonctionner avec peut-être moins de frais, avec peut-être un peu plus de facilité, parce qu'il paiera moins cher de transport SNCF, c'est très très cher, croyez-moi, beaucoup plus que vous ne pensez, parce qu'il aura besoin peut-être d'un peu moins de publicité, parce qu'il devra... La copie, c'est si cher que ça? Non, l'envoi. Mais oui, non, mais l'envoi d'une copie, ça coûte 10 000 anciens francs. Ça coûte 10 000 anciens francs, et si vous passez un film 2 jours... 10 000 anciens francs, pardon, pour envoyer une copie à Grenoble et la faire revenir. Et si vous passez pour un envoyer la copie d'un film en français? Oui. Mais c'est pas tellement lourd. Mais si, il y a plusieurs bobines, c'est encombrant, il faut faire mais c'est énorme. C'est énorme. Sans compter les histoires d'assurance. C'est énorme. Enfin, on ne connaît pas tous ces détails, je ne veux pas vous ennuyer. Non, mais c'est la vérité. C'est très important, c'est très très important. Mais nous connaissons, nous les connaissons. Simplement, je termine en disant que tous ces petits exploitants indépendants sur lesquels les jeunes cinéastes qui n'ont aucune consécration, et je considère même, si vous voulez, Garel comme ayant une consécration, mais je parle de ceux qui ne sont pas connus du tout. Non, mais on sait que Garel peut passer à Dijon. Je m'excuse d'un exemple. Garel est passé à Dijon, La cicatrice intérieure, qui est un film qui n'est pas facile, vous le savez bien. Oui. À Dijon, il a fait 800 entrées en 2 jours, ce qui est tout à fait remarquable. Bon, donc je dis Garel, à ce niveau, a une consécration. Ce qui me paraît important, c'est ce qu'il reste à découvrir. Et pour les découvrir, il faut non seulement qu'on puisse se permettre de perdre un petit peu d'argent à Paris en les lançant, mais qu'ensuite il y ait derrière quelques exploitants indépendants qui puissent amortir ce déficit pour que l'on continue ce travail. Et c'est ça qui est en train de se perdre. Et quand ça sera perdu, il n'y aura plus de découvreurs, parce que je ne pourrai plus faire le travail que je fais maintenant, avec un certain écho ou une certaine compensation en province, eh bien ça sera fini. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas unique, il y en a, mais malheureusement il n'y en a guère que 2 ou 3 à Paris, pas plus. Bon. Jacques Robert, je vous remercie beaucoup. D'autant plus que ce que vous venez de dire n'est pas uniquement vrai pour le cinéma, et c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour la littérature, et ce sont des choses auxquelles il faut prendre grand soin maintenant, car si on n'y prend pas soin maintenant, c'est irréversible, et ensuite c'est fini. Bien, alors, pendant ce temps, vous, madame, au premier rang, il nous reste très peu de temps, je vous signale vite, madame. Tout à l'heure, vous avez dit du bien de 1789, ce film admirable qui a disparu très rapidement à Paris. Je sais qu'à Bordeaux, il a été retiré au bout de quelques jours. Des enseignants se sont plaints parce qu'ils avaient l'intention d'y aller avec des élèves. Il a disparu. Il se peut que le directeur avait un bon petit porno sous la main, je ne sais pas. Un petit porno à la place, oui. Bon, merci beaucoup, madame. Bien, il nous reste maintenant... Pardon? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Il nous reste très peu de temps. Je voudrais quand même que nous ne soyons pas trop cocorico. Chauvin. Oui, parce qu'il y a des tas de trucs intéressants. Et que vous... Vous terminiez... Non, il n'y a pas que l'étranger là-dedans. Ah non, mais il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, et il y a le cinéma qui m'est cher, le cinéma du tiers-monde. Je voudrais en parler. Voulez-vous que nous citions au moins quelques-uns des films dont vous vous souvenez avec le plus d'intérêt pour que, par exemple, les distributeurs en province ou les spectateurs en province disent « Tiens, ça, je ne l'ai pas vu, ça, je ne l'ai pas vu, ça, on aurait pu le voir, etc. » Gilles Jacob, par exemple. En tout cas, on peut faire une transition, parce que dans les films étrangers, moi, j'ai relevé 2 films qui ont été sortis par Jacques Robert. L'un qui s'appelle Les Dernières Fiançailles, canadien, et un autre qui m'a beaucoup intéressé aussi, qui s'appelait Hospital. Je ne me rappelle plus le nom du metteur en scène. Frédéric Wiseman. Ça, c'est 2 films, vraiment, j'ai été excessivement intéressé par eux. Parce qu'évidemment, on peut citer des grosses machines comme Dodescaden, comme La cousine Angélique de Carlos Saura. À mon avis, ça me paraît le meilleur film de Carlos Saura. C'est quand même le meilleur cinéaste espagnol. Donc ça fait plaisir de voir que maintenant, il a enfin trouvé une maîtrise et une autorité énorme. Bon, il y a Amarcord de Fellini. Il y a Fellini. On rougirait de ne pas le citer, mais ça, tout le monde le sait. Il y a Paysage mort hongrois de Gall, également cinéaste intéressant. Moi, un film qui m'avait beaucoup frappé, qui s'appelle Gumshoe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était une espèce d'hommage. On parle beaucoup de Chinatown, mais c'est une espèce d'hommage et à la fois de pastiche au film noir, un film anglais avec Finney, Albert Finney, intéressant aussi. Il y a eu Konrak cette année. Il y a eu La montagne sacrée de Jodorowsky.
L'Arnaque, qui était très Il y a intéressant. eu le Charbonnier. Ah bah tu viens piétiner mes plates-bandes. Excuse-moi. Bon, alors assez pour les plates-bandes de Gilles Jacob, celle de Boris, c'est quoi? Alors l'arnaque? Ah non, mais c'était plutôt le tiers-monde. Moi, c'était le Charbonnier qui piétinait. Oui. Ah oui, bon, enfin. Non, l'année 74 était importante. Alors, si on quitte l'Hexagone, parce que c'est l'année d'un changement dans tous les cinémas du tiers-monde. Qu'ils ont cessé, pour la plupart, de s'occuper des séquelles de la colonisation, guerre contre les anciens occupants, etc., et qui commencent à s'occuper, et ils ont du mérite, des problèmes intérieurs actuels. Que ce soit l'Algérie, le Maroc. Alors, l'Algérie, c'est le Charbonnier de Bouamari. Le Maroc, c'est Mille et une mains de Ben Barka. Il y a Bikoneg de Medondo, fait par Mauritanien sur les problèmes des immigrés en France. Et il y a eu le Koweïtien, La mer cruelle de Khalid Siddiq. Et il y a aussi, alors, Amérique du Sud, Le courage des peuples de Georges Sanginès. Pour dire que le tiers-monde a cessé de régler ses comptes sur l'écran avec les anciennes puissances européennes qui les avaient colonisées pendant longtemps, et que maintenant ils s'occupent des séquelles de ces colonisations, c'est-à-dire de régler leurs comptes avec leur propre gouvernement. Et ça, c'est l'année 74. Bien. Charançal, vous avez quelques... Moi, super je confirmerai ce qu'ont dit nos camarades, c'est-à-dire que l'année 74 est une année exceptionnelle. Ce sera, je crois, une des plus grandes années du cinéma. Nous parlons du domaine étranger. Pour la France et pour l'étranger. La France, avec des films comme qu'on n'a, je crois, pas nommés, comme Lacombe, Lucien et surtout Lancelot du Lac. À l'étranger, nous avons, je suis très surpris qu'on n'ait pas encore parlé des Noces de Wajda. Les Noces est un des plus beaux films de Wajda, est un des plus beaux films que je connaisse. Et en Italie, Portier de nuit de Liliana Cavani est également un film bouleversant. C'est un film qui est à contre-courant, mais qui est un film extrêmement fort, extrêmement puissant, et qui nous met tous extrêmement mal à l'aise. Alors, ça va avec Lacombe Lucien, ça. Oui. Alors, tout de même, je pense que avec, si vous voulez, n'est-ce pas, Lacombe Lucien, Lancelot du Lac, Vincent François, Paul et les autres. L'horloger de Saint-Paul, qui a obtenu le prix de Luc l'année dernière. Vous mettez ça sur le même plan, n'est-ce pas, sont ce qui prouve que le cinéma français est actuellement vraiment extrêmement vivant, car là, je parle des films qui ont touché le grand public, et non pas seulement de tous les films dont vous avez parlé tout à l'heure, et vous avez eu raison, il fallait les défendre, mais enfin, ils sont des... Ça va, lapsus révélateur. On l'adore quand même, va. Vous avez eu raison de défendre des films qui ne touchent pas le grand public, mais enfin, tout de même, il faut le reconnaître, les films qui ont touché le grand public sont aussi des films de très grande qualité, et à côté de ça, nous avons des films, en particulier ces films allemands dont j'ai parlé tout à l'heure avec Jacques Robert, qui sont évidemment des films extrêmement importants. Bien, merci Charançal, comme vous l'avez, cette liste de films, comme vous l'avez bien descendu, si je peux me permettre de prolonger votre lapsus avec un mauvais calembour. Excusez-moi. Rien, mais le lapsus, vous savez, enfin... Révélateur. Était Caleb. Bien. Oui, Michel Simon. Oui, je voudrais... Alors, bon, ce bilan, on a cité une centaine de titres, alors plutôt que d'en rajouter encore 20 autres, parce qu'on pourrait rajouter 20 autres... Oui. Ah bah non, mais étant donné qu'on n'avait pas cité... Non, mais on peut citer Le Privé d'Altman, on peut citer Zardoz, on peut citer Billy le Cave de Stan Dragotti, etc. Enfin, il y a énormément de films. Mais plutôt que cela, moi je suis beaucoup moins... Il y a deux Altman, il y a Nous sommes tous des voleurs, qui est un très beau film qui a été complètement passé sous silence finalement. Mais plutôt que cela, je crois que je suis beaucoup moins optimiste que Georges Charançal sur la situation actuelle. C'est-à-dire, je pense que le cinéma français, le cinéma italien et le cinéma allemand, d'une certaine façon, sont très vivants, mais je crois qu'au contraire, le bilan, disons, mondial est extrêmement inquiétant. Parce qu'on assiste, d'une part, par exemple, à la mort du cinéma chilien foudroyé par le coup d'État. Oui, peut-être, mais ça compte. Je veux dire qu'en Amérique latine, par exemple, Jean-Louis Boris citait Sanginès. Sanginès est exilé. Il ne peut plus travailler dans son pays, la Bolivie. Il n'y a plus de cinéma au Brésil, pratiquement. Le cinéma novo est également étranglé par le régime brésilien. Le cinéma chilien n'existe plus. Déjà, pour l'Amérique latine, c'est terminé. Dans l'Europe de l'Est, on a assisté à un serrement de vis. La Yougoslavie, par exemple, voit ses cinéastes de talent émigrer. La Tchécoslovaquie, c'est terminé. C'est fini. La Tchécoslovaquie, c'est terminé. Alors que c'était formidable. Oui, c'était formidable. On va voir la Grèce et le Portugal. Mais les noces de Vajda est un chef-d'œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre et le cinéma polonais a une certaine vitalité. Mais je trouve que il y a au contraire un resserrement des zones d'intérêt, alors qu'il y a une dizaine d'années, on assistait au contraire à une arrivée sur le marché de tous les pays qui arrivaient avec des cinématographies extrêmement intéressantes. Et même le cinéma le
peut-être le plus important par la qualité, le nombre de films de qualité, qui est le cinéma américain, donne des signes d'affaiblissement certains. Le cinéma américain, depuis 2 ou 3 ans, et ça on ne s'en rend pas compte assez en France, est en train de baisser comme qualité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau règlement aux États-Unis qui est l'instauration de la censure locale. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à 1972, il y avait une censure nationale aux États-Unis, c'est-à-dire non pas une censure, mais un code qui permettait d'autoriser les films qui étaient autorisés dans toutes les villes. Or, la Cour suprême des États-Unis a décidé en 1972 que dorénavant, chaque localité américaine pourrait exercer la censure. C'est la loi Royer. C'est la loi Royer. Ce qui veut dire que tous les producteurs américains qui, jusqu'en 1972, produisaient des tas de films intéressants, et c'était ce grand renouveau du cinéma américain qu'on a tous constaté, qui a vu apparaître des gens comme Altman, etc., aux États-Unis, eh bien maintenant, les producteurs, quand ils voient des projets de films un peu en dehors des normes, ils refusent de les produire. Et on voit aux États-Unis 3 types de films, de plus en plus. D'une part, les fameux films à catastrophe, on va en voir toute une série. Boeing, bateau, etc. C'est-à-dire les grosses superproductions. Deuxièmement, ce qu'on appelle, je voudrais ne pas employer le mot parce qu'on le trouve 50 fois par page dans tous les journaux, la mode rétro, c'est-à-dire, et même des grands cinéastes comme Polanski cèdent, c'est-à-dire de très belles reconstitutions de films dans le genre Gatsby ou même Chinatown, etc. Et des films lénifiants comme Love Story ou lénifiants du point de vue philosophique comme L'Exorciste, finalement des retours en force du mysticisme. Bon. Et le retour en force du mysticisme, c'est pas lénifiant. Non, je dis ou bien lénifiant, ou bien retour en forme du mysticisme, qui est une forme finalement de conservation. Ça, il y a beaucoup à dire. Bon, et d'autre part, toute une série de films d'une violence extrême, des films pro-flics, police, tous les films sur la police, etc. Ouais. Or, justement, le cinéma américain est en train, à mon avis, également de perdre beaucoup de son originalité, de son invention. Mais aux États-Unis, on ne peut pas généraliser parce qu'il peut y avoir un sursaut, mais je ne suis pas du tout de cet optimisme débordant dont vous témoignez. Je crois qu'il y a beaucoup de bons films cette année. C'est quand même l'Amérique qui a dominé cette année le Festival de Cannes. Oui. Un dernier mot, c'est Gilles Jacob. Je crois qu'en Amérique, d'ailleurs, comme en France, il y a quand même des gens qui ont compris la menace que vient de signaler Michel Simon et qui ont trouvé une espèce de contre-feu. C'est-à-dire que les acteurs et même les actrices maintenant coproduisent des films. C'est-à-dire qu'ils engagent, je parle de grands acteurs, comme par exemple Robert Redford. Il faut pouvoir. Oui, bien sûr, mais des gens comme Catherine Deneuve ou Robert Redford, c'est des gens qui peuvent, ou Nicholson. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sentent cette espèce de menace et ils engagent toute leur recette, enfin toute leur rentrée d'argent dans le film. C'est-à-dire qu'ils facilitent le travail. Un type comme Pollack travaille parce que Redford en participation le finance, etc. Et ça, c'est une façon de sortir de ça. Je suis obligé de vous interrompre et même de vous arrêter tout à fait, du moins pour ce soir, car notre émission est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup, Georges Charansol, Jean-Louis Bory, Michel Simon, Gilles Jacob. Je rappelle à nos auditeurs et à nos spectateurs que le prochain enregistrement public du Masque et la Plume aura lieu à la maison de la radio, si Radio France le veut, dans 15 jours, c'est-à-dire le samedi 25 janvier à 15h, 116 avenue du Président Kennedy. Je vous rappelle également que vous nous entendrez dimanche prochain à la même heure sur cette même antenne pour une émission consacrée au théâtre. D'ici là, merci et bonsoir.